Je me trouve dans une agence de voyage, dernière étape avant l'évasion vers les paradis terrestres, vers les îles bienheureuses, enfin vers tout ce qui me permet de m'évader de la vie moderne, de la civilisation. Évoquez-la comme vous voulez, par le 9 à 5, par le travail, par la pollution, les ponts à traverser, etc. Enfin, c'est vraiment ici que commence, après une transaction financière, cette évasion. Si j'ai voulu commencer cette émission qui va porter sur Gauguin et sur Van Gogh essentiellement, par cet endroit, ce n'est pas simplement à cause de l'association facile entre l'escapade tahitienne de Gauguin et les voyages, mais c'est parce que je crois que la peinture de Gauguin et celle de Van Gogh et, en somme, ce qu'on fait habituellement ici dans une agence de voyage ont quelque chose de commun. C'est que les deux nous proposent de tourner le dos à la vie moderne. Les deux nous proposent un temps d'arrêt, disons, de toute cette civilisation pour ce retour à la vie sauvage, à la vie unifiée, où il n'y a plus de séparation, où on ne fait qu'exister, si on veut. Et donc, il y a quelque chose de profondément semblable entre ces deux démarches. Mais en même temps, ça veut dire qu'avec la peinture de Gauguin et de Van Gogh, on va, pour un moment en tout cas, tourner le dos aux valeurs modernes les plus courantes. Et là-dessus, c'est ça qui est important de comprendre, comment est-ce que leur approche va être différente de celle des impressionnistes qu'on voyait la dernière fois, parce que quand Monet a donné à la peinture essentiellement comme but de refléter la sensation colorée, il affirmait en même temps que tout ce qui était les vieux contenus qu'on donnait à la peinture, c'est-à-dire tout ce qui était, disons, les choses qu'on voulait exprimer par la peinture, je pense au contenu religieux en particulier qui était très fréquent dans la peinture ancienne, tout ça devient secondaire, même quand Monet peint des cathédrales, vous comprenez bien qu'il ne les peint pas pour leur valeur religieuse, mais plutôt comme disons, l'occasion d'une sensation colorée quelconque. Hein. Alors, cette césure que Monet introduit dans l'art moderne entre contenu et forme, si on veut, c'est pas tous les peintres, évidemment, qui vont l'accepter de gaieté de cœur. Il y a en particulier les peintres qu'on va voir aujourd'hui, au contraire, ont voulu rétablir cette vieille unité, ont voulu rétablir en particulier la notion de symbole à l'intérieur de la peinture. Si, à la suite de Monet et des impressionnistes, vous donnez à la peinture comme champ d'exercice le champ même de la sensation, de la perception visuelle, vous réduisez en somme la réalité à ses dimensions visibles. Hein. D'ailleurs, on a dit que les impressionnistes ont fait une recension incroyable du monde visible, de tout ce qu'on peut en somme voir avec nos sens. Hein. Mais du point de vue de la croyance, le monde visible est bien sûr une dimension importante, mais c'est une dimension seulement. Et ce n'est même pas la plus importante. Hein, parce que du point de vue de la croyance, ce qui détermine finalement votre vie, votre comportement, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Ça peut être des codes d'éthique, d'une morale, enfin, qu'on vous propose. Ça peut être une croyance en la divinité, certains exercices de culte qu'il faut pratiquer, etc. En somme, beaucoup de votre comportement, du point de vue de la croyance, est déterminé par quelque chose qui n'est pas de l'ordre du visible. Hein. Et donc, si vous prenez ça d'un point de vue humain, on pourrait dire que c'est une dimension aussi de l'expérience humaine qui est fort importante, enfin, qui, en somme, a rapport avec cet invisible. Et c'est cette dimension-là, justement, que des peintres comme Gauguin et Van Gogh ont craint de perdre. Hein. C'est comme si c'était dit, où va-t-on avec ces meules qu'a peint Monet, même avec ces cathédrales, etc. Qu'est-ce qui va rester, en somme, à exprimer? Hein? Et est-ce qu'on n'est pas en train, justement, de couper tout un aspect, en somme, de l'expérience humaine? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'isoler, en somme, de toute cette expérience, sous le prétexte, en somme, de faire une espèce de recension des choses visibles de ce qui nous entoure et de ce qu'on peut expérimenter avec son œil. Hein? Alors, en somme, ça, c'est du point de vue du contenu, si on veut. Puis aussi, du point de vue de la forme, ce qu'on a cru, c'est que on allait perdre aussi... Alors, un des moyens d'expression, j'allais dire, les plus courants dans toute la grande tradition picturale ancienne, c'est le symbolisme. Hein, c'est la possibilité de s'exprimer par un symbole.
Car quand est-ce qu'on a recours au symbole? C'est quand on a quelque chose d'invisible à exprimer. Si vous voulez simplement exprimer un visage ou un arbre ou un paysage, vous n'avez pas besoin du symbole. Vous utilisez justement ce qu'on voyait la dernière fois, c'est-à-dire l'icône, hein, un signe qui joue essentiellement sur la ressemblance avec la chose à représenter. Le signifiant et le signifié se ressemblent, et donc on comprend que c'est ça qu'on a voulu exprimer. Mais quand vous voulez exprimer quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, comme par exemple tout ce qui est de l'ordre de la croyance, du divin, du sacré ou des valeurs simplement, là vous sentez le besoin de recourir à un autre type de signe, à un symbole, c'est-à-dire à quelque chose évidemment qui ne se représente pas par la ressemblance, mais d'une autre façon. Là, je donne l'exemple de la religion, mais on pourrait imaginer un exemple plus profane, si on veut. Enfin, le patriotisme, d'une certaine façon, c'est de l'ordre de la croyance aussi. Qu'est-ce que vous faites si vous voulez exprimer, par exemple, un pays? Hein? Alors, vous utilisez un drapeau. Mais justement, le drapeau solutionne un problème qui serait à peu près insoluble autrement. Parce qu'un pays, c'est toutes sortes de choses selon les gens. Hein? Si vous dites, je voudrais exprimer le Canada, par exemple, par un paysage, et que vous pensez, je ne sais pas, au fleuve Saint-Laurent ou aux Laurentides ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui vit à l'ouest du Canada va dire, non, vous n'y êtes pas du tout, on devrait prendre plutôt les Rocheuses pour exprimer le Canada. Si vous pensez, au contraire, à un personnage historique quelconque, alors il y a des personnages avec lesquels on peut s'identifier. Il y a peut-être Louis Riel pour les gens du Manitoba. Il y a peut-être ici, je ne sais pas, Jacques Cartier ou Maisonneuve, enfin pour le Québec. Mais pour l'Ouest, encore là, ça n'irait pas. Vous voyez, si on essayait en somme d'exprimer un pays simplement par un personnage historique, on serait pris encore avec une espèce d'impossibilité, enfin, de plaire à tout le monde, dans laquelle tout le monde pourrait se reconnaître. Même chose si vous preniez, je ne sais pas moi, une date par excellence, 1760, ça peut bien exprimer le pays pour nos amis anglophones, mais c'est peut-être pas une très bonne date à choisir si on veut plaire au Québec. Hein? Alors, en somme, et c'est pour ça, d'une certaine façon, qu'on s'est rabattu sur l'idée d'un drapeau, hein? C'est-à-dire sur lequel on a mis, en fait, une feuille d'érable, c'est-à-dire un symbole qui pouvait un peu plaire à tout le monde, à partir duquel tout le monde pouvait s'identifier. Et alors, ce drapeau exprime finalement et le paysage, et le personnage historique, et l'événement historique important pour chacun des Canadiens selon son désir, selon ses tendances à lui. Hein. Le drapeau, dis-je, devient comme une espèce de symbole, en somme, du pays. Hein. Alors, c'est ça qui est important de voir à propos de cette notion de symbole, justement, c'est comment elle permet, en somme, d'exprimer des choses qui seraient de l'ordre de l'invisible. Hein. Qu'est-ce qu'un symbole, au juste? Hein? Là, l'étymologie du mot est intéressante, elle va nous révéler exactement comment ça fonctionne. Le mot symbole vient de deux mots grecs, sun, qui veut dire ensemble, et balein, c'est le même mot que vous avez dans balistique, hein? Baleine, ça veut dire jeter. Hein? C'est ce qu'on jette ensemble, c'est ce qu'on met ensemble. Et essentiellement, symbolos, dans le passé, c'était, si vous voulez, comme un jeton, comme une espèce de cercle, comme celui que j'ai dans les mains, et qui servait de signe de reconnaissance. C'est-à-dire que, imaginez, c'est presque une situation de roman d'espionnage, je sépare ça en deux parties, et j'en donne une à quelqu'un, et je donne l'autre à quelqu'un d'autre à son insu. C'est-à-dire que les deux personnes qui reçoivent les deux moitiés du symbolos ne se connaissent pas et ne se sont jamais vus et ils savent seulement une chose, qu'ils doivent se retrouver quelque part dans un pays lointain. Et pour être sûr qu'il s'agit bien de la rencontre planifiée, ils ajustent ensemble leur symbole, si on veut, et là, ils découvrent évidemment qu'ils doivent se rencontrer, puis là, leur mission commence. Hein. C'est une idée... disons poétique si on veut, mais voyez, à ce moment-là, le symbole, entendu de cette façon-là, il ne ressemble pas à la reconnaissance ou à l'unité qu'on doit reconstituer. Il n'y a pas de similarité entre les deux. C'est en vertu d'une convention, comme par exemple le chef du réseau d'espionnage dit, ça va être le signe avec lequel vous allez vous reconnaître. C'est en vertu d'une convention, donc d'une manière assez artificielle, que le symbole fonctionne, qu'il signifie ce qu'il signifie. Et c'est ça qui le distingue en particulier de l'icône et même de l'index, qui sont, comme je l'ai dit la dernière fois, des signes naturels. Le symbole est un signe artificiel. Hein. Il ne fonctionne qu'à l'intérieur d'une convention établie, là, soit à l'occasion
d'une rencontre quelconque, ou alors d'une façon beaucoup plus générale, enfin, établie à partir d'un consensus culturel, je dirais. Parce qu'au fond, qui définit la convention? Bon, ça peut être un individu, mais la plupart du temps, on pourrait dire c'est une collectivité. C'est par exemple, en particulier, justement, la religion est un très bon définisseur de consensus culturel, c'est-à-dire qu'on s'entend sur un certain nombre de symboles pour exprimer telle ou telle valeur ou telle divinité ou tel aspect de la divinité. Comme par exemple, et ça varie évidemment selon les cultures, hein? Comme par exemple, l'icône au sens byzantin du terme, hein, qui représente un personnage divin, enfin un personnage sacré, soit un saint, soit le Christ ou d'autres. Dans cette icône, souvent, les fonds sont peints dorés. Hein? Alors, non pas parce que les peintres byzantins ne pouvaient pas peindre le ciel en bleu, mais c'est parce qu'ils voulaient symboliser et donc signifier d'une façon claire que le personnage en question n'est pas un personnage ordinaire, n'est pas un personnage de notre monde visible, mais c'est un personnage qui appartient à l'au-delà, d'une certaine façon, au divin. Et alors, à ce moment-là, il est situé dans dans un espace qui est sacré, qui est différent de l'espace profane de tous les jours, qui n'est pas bleu, mais qui est doré. Hein? Évidemment, cette convention fonctionne en autant que vous attachez de l'importance à l'or, hein, en autant que vous considérez l'or comme un métal précieux et rare, et qu'à ce moment-là, pour vous, il peut signifier justement quelque chose de divin ou de sacré. Mais vous savez que ça ne fonctionne pas pour toutes les cultures. Il y a par exemple chez les Mayas, enfin dans les peuples précolombiens, l'or n'est pas utilisé vraiment. Ce qui remplace l'or, au contraire, c'est le jade. Hein? Et on a alors cet extraordinaire masque de Pacal qui représente en somme un roi maya qui a été enterré et qui a été couvert comme ça sur sa figure avec des plaques de jade. Alors le jade pour un maya, disons, ça a un peu la même signification de divin, de roi divinisé si on veut, que le doré avait pour les Byzantins. Les conventions alors peuvent donc changer d'une culture à l'autre. Et bien sûr, les croyances sont différentes aussi d'une société à l'autre. Et donc, ce n'est pas étonnant que les symboles aussi soient différents, le jade ou l'or, selon les cultures. Pour Gauguin et Van Gogh, le problème va donc être de trouver dans leur société, j'allais dire, des îlots dans lesquels, ou des espèces de paradis perdus, dans lesquels le monde de la croyance et le monde du symbole est encore vivace, c'est encore important. Hein? Et d'instinct, ils vont aller tous les deux, chacun à leur façon d'ailleurs, sans trop se connaître, l'un dans le nord de ses Pays-Bas et l'autre au contraire à Pont-Aven, dans le pays breton. Ils vont aller vers des mondes, au fond, qui sont préservés comme ça dans le monde moderne et qui sont, on pourrait dire, qu'on pourrait définir comme des espaces ruraux. Hein? C'est-à-dire, c'est dans le monde rural, à un moment donné où, justement, la révolution industrielle est très avancée, que s'était réfugié encore ce monde de la croyance et ce monde, éventuellement, de la communication symbolique. Hein? Commençons donc par Van Gogh. Van Gogh arrive assez tard au monde de la peinture comme tel. Ce n'a pas été, si vous voulez, sa première orientation, j'allais dire sa première vocation. Il était le fils d'un pasteur et il avait voulu, en somme, suivre les traces de son père aussi et devenir ce qu'on pourrait appeler, nous, un espèce de missionnaire laïque. Hein? Et il avait d'ailleurs, dès 1878, consacré sa vie aux gens très pauvres et très démunis de cette région de Belgique qu'on appelle le Borinage et dans lequel, enfin, il y a des mineurs et des gens qui vivaient vraiment à la limite de l'extrême misère. Et d'ailleurs, Van Gogh avait consacré, en somme, toute son énergie pour ces gens-là, leur donnant même de sa nourriture, leur prêtant même son lit quand ils n'avaient pas où se coucher, et faisant de tels excès que finalement ses supérieurs avaient trouvé qu'il exagérait, qu'il allait un peu trop loin, et ils ont fini par le renvoyer d'ailleurs de ce séminaire dans lequel il étudiait. Hein. Et alors, ce n'est qu'après quelques années, en 1880, qu'il commence à penser que sa vraie vocation, ce n'est pas de prêcher l'Évangile, mais plutôt de faire de la peinture. Hein. Et son premier tableau important, Les Mangeurs de pommes de terre, qui est un tableau très sombre, très dramatique, aurait voulu, semble-t-il, exprimer, en somme, la pauvreté des paysans de Nouenen. Nouenen, c'est un petit patelin, enfin, dans le Brabant, où son père, justement, avait été pasteur, et donc, c'est des paysans qu'il connaissait bien. Et il a voulu, donc, dans ce tableau, en somme, refléter un peu la misère de ces mangeurs de pommes de terre.
Ce qui est important, évidemment, dans le tableau ici, c'est non seulement le côté encamailleux, j'allais dire le côté sombre, là, et juste en clair-obscur, si on veut, mais c'est l'expression des visages de chacun des personnages. Hein, si vous passez, disons, de gauche à droite dans le tableau, vous allez voir que chacun des personnages exprime une intensité particulière. Il y a une espèce d'inquiétude dans le visage du fils qui est à gauche, qui regarde sa mère, enfin, qui est en face de lui. Il y a aussi, à côté de lui, la jeune fille qui regarde avec beaucoup d'intensité le fils. Il y a le père qui tend une tasse de café, presque, j'allais dire, dans un geste presque sacerdotal, et la mère qui est absorbée dans son geste de verser le café dans les tasses. Enfin, chacun des visages prend une intensité particulière. Et on pourrait dire que ce que Van Gogh exprime, c'est un monde où la communication est non verbale. Vous voyez, la parole dans le monde de Van Gogh, c'est éventuellement le véhicule du mensonge. Hein, ce n'est pas simplement le véhicule de la communication, mais c'est aussi celui de l'illusion, c'est celui du monde urbain éventuellement. Or, dans la campagne, la parole est suspecte et elle est remplacée en fait par ce signe qui ne ment pas, qui est l'expression des visages, surtout, j'allais dire, des regards. D'ailleurs, la jeune fille qui se trouve ensemble comme le deuxième personnage à partir de la gauche, a fait l'objet chez Van Gogh d'études préparatoires dans lesquelles peut-être encore plus ce côté intense du visage est exploré. Hein. Alors, soit, parfois, il en a fait des croquis, il a fait simplement un dessin, ou parfois aussi, il en a fait même ce qu'on appelait des croquis à l'huile, c'est-à-dire c'est comme une étude préparatoire à l'huile qui est faite pour représenter ce visage. D'ailleurs, dans ce croquis à l'huile, vous voyez déjà apparaître un peu la touche très forte de Van Gogh. Et il est important de concevoir que cette touche n'est pas exactement celle que nous avions vue avant à propos des impressionnistes. J'allais dire qu'elle est presque graphologique, c'est-à-dire qu'elle reflète l'intensité du sentiment du peintre quand il peint. Elle est comme directement reliée, en somme, à cette intensité, et elle n'est pas du tout simplement une notation de la présence de l'artiste dans le tableau. Hein. Malgré toute son admiration pour la classe paysanne, Van Gogh finit par faire ce que toute personne qui prend la décision de devenir artiste devait faire de son temps. Il décide d'aller à Paris. Et en 1886, donc, il s'inscrit à l'École nationale des beaux-arts. Et il annonce d'ailleurs en rentrant à l'École des beaux-arts qu'il va être là pour 3 ans, enfin vraiment pour étudier très bien son métier. Et il s'inscrit chez, j'allais dire, le maître le moins... qui lui allait le moins, c'est un bonhomme qui s'appelait Fernand Cormon. Il est célèbre pour des tableaux qui tournent souvent autour du thème de la préhistoire. Comme par exemple, il y en a un qui s'intitule Caïn, enfin. Et je me souviens, dans mon enfance, ce tableau-là, on l'utilisait un peu pour nous indiquer qu'est-ce que c'est qu'est le remords. On nous faisait peur avec ça. Mais les productions les plus, disons, courantes ou les plus typiques de Cormon, c'était plutôt des essais de reconstitution de scènes de la préhistoire. Ils sont très curieuses parce qu'ils ne tiennent pas beaucoup compte, disons, des découvertes archéologiques tels qu'on les connaît maintenant, et ils essaient en somme d'imaginer ce que pouvait être l'âge de la pierre ou des chasses à l'ours à cette époque-là, etc. Elles ont un intérêt, je dirais, historique, enfin, elles vaudraient la peine d'être étudiées davantage, mais enfin, tout ça pour dire que les préoccupations du sieur Cormon étaient certainement très, très loin de celles de Van Gogh. Il ne pouvait pas s'imaginer, enfin, dans quelles mains il tombait. Hein. Et alors, très vite, au bout de 3 semaines, semble-t-il, il décide de quitter l'École des beaux-arts et de ne pas s'occuper, en somme, de ce type d'enseignement. Malgré tout, son passage à l'atelier de Cormon va avoir de l'importance pour lui parce que c'est là qu'il va rencontrer quelqu'un de très important pour le reste de sa carrière, qui est Toulouse-Lautrec. Hein. Le peintre Lautrec va d'ailleurs toujours avoir une immense admiration pour la peinture de Van Gogh. Il va même le défendre. Vous savez que c'est un personnage très coloré. Il paraît qu'il aurait provoqué en duel quelqu'un qui avait osé devant lui critiquer la peinture de Van Gogh. Hein. Et d'ailleurs, en y pensant bien, le monde de Lautrec, c'est-à-dire ce monde des prostituées, des bordels, enfin des cafés-concerts, etc., n'est peut-être pas si éloigné que celui que Van Gogh admirait aussi, le monde des paysans. C'est-à-dire, c'est le monde de l'instinct, toujours, le monde non touché par la civilisation urbaine, moderne, etc. Ce monde qui tourne le dos à la modernité, que les deux peintres, par lequel les deux peintres sont fascinés, finalement. Hein.
Un autre contact que Van Gogh va faire aussi, qui va être important pour la suite de l'histoire, à l'atelier de Cormont, c'est Émile Bernard. Hein. Émile Bernard, qui est un correspondant de Cézanne, qui était un peintre aussi, et surtout qui va être un grand ami de Gauguin. Ils vont se rencontrer, lui, Sérusier, tout ça, à Pont-Aven, et ils vont créer cette école qu'on va appeler le synthétisme. Alors, toutes ces rencontres, en somme, disons, tissent déjà le milieu dans lequel Van Gogh va travailler à Paris. D'ailleurs, dans l'autoportrait que Gauguin a peint et qui est dédicacé d'ailleurs à l'ami Vincent, il a mis dans le coin droit supérieur, comme si c'était un dessin qui était collé au mur, le portrait d'Émile Bernard. Donc, Van Gogh arrive à Paris et, dit-on, il découvre l'impressionnisme. Mais s'il y a une découverte qui n'a pas changé son âme en profondeur, c'est bien la découverte de l'impressionnisme par Van Gogh. Bien sûr, sa palette a changé, la couleur va devenir beaucoup plus importante pour lui, le divisionnisme, la touche, tout ce que vous voudrez, mais les thèmes profonds qui intéressaient Van Gogh vont continuer à l'intéresser, même après ce changement de forme, j'allais dire. Hein. Par exemple, quand Van Gogh arrive à Paris, va-t-il peindre des portraits de grands bourgeois, enfin un peu comme Renoir avait fait ou comme Monet avait fait aussi, ou qu'est-ce qu'il va peindre en fait? Et là, peut-être que c'est le sujet le plus inattendu d'une certaine façon, le fameux Père Tanguy. Qui était ce Père Tanguy? C'était un marchand de matériel d'artiste essentiellement, et qui avait sa petite boutique et qui vendait comme ça des tubes de peinture ou de l'huile de lin aux peintres, et qui, comme il trafiquait souvent avec des peintres qui étaient sans le sou, comme Van Gogh, avait pris l'habitude de leur échanger des tableaux pour le matériel d'artiste qu'il leur donnait. Et peu à peu, il s'était fait comme ça une espèce de collection tout à fait étonnante, avec des Cézanne, avec des Van Gogh, des Gauguin, etc. D'ailleurs, pour un temps, la boutique du Père Tanguy était le seul endroit où vous pouviez acheter un Cézanne pour à peu près la valeur de 20 $, hein, à Paris, à l'époque. Et même d'ailleurs, quand Van Gogh va mourir et qu'il va avoir encore de ses tableaux dans la boutique, il y en a un de ses tableaux qui va être vendu pour 40 francs 20 centimes. Et alors, le client va demander au Père Tanguy, mais pourquoi 20 centimes? Bien, il va dire, vous savez, 40 francs 20 centimes, c'était exactement ce que ce pauvre Vincent me devait encore. Hein? Alors, vous voyez, donc, c'est un personnage un peu spécial, ce Père Tanguy. Il est représenté ici, non pas dans sa boutique, mais dans l'atelier de Van Gogh, avec derrière lui des copies d'estampes japonaises qui avaient été faites par Van Gogh. Van Gogh s'était intéressé, comme beaucoup d'autres de peintres de son milieu, aux estampes japonaises, et c'est ça qu'on voit derrière lui. Donc, le personnage est une espèce de, j'allais dire, de saint moderne, au fond. Hein? Ce Père Tanguy, qui est très simple, qui est comme un paysan, au fond, à Paris, mais qui, par ailleurs, aime les artistes, les aide et leur fait crédit, si on veut, indéfiniment, comme ça, avec des tableaux. Marqué qu'il s'était fait une collection de peintures extraordinaire de cette façon-là. Mais cette espèce de personnage, donc à la fois simple, naïf, sans instruction, puis par ailleurs ouvert au peintre, ça paraît être un héros parfait pour Van Gogh, ça. Hein? C'est ce genre de personnage qu'il va essayer de représenter le plus souvent possible. Il n'était pas, ce Père Tanguy, sans défaut. Il paraît que le mot du Fujiyama qui est derrière lui représente ses accès de colère, ce serait un bon symbole de son tempérament colérique. Et en particulier, il avait des engueulades avec sa femme qui ne prisait pas trop le genre de client qui visitait sa boutique et qui ne payait jamais rien, sauf en tableau. Hein? On comprend d'ailleurs Mme Tanguy d'avoir réagi de cette façon-là. En tout cas, de toute manière, il est extrêmement sympathique d'une certaine façon que ce personnage ait été peint non seulement par Van Gogh, mais aussi même par Émile Bernard aussi, qui en a fait un portrait. C'est-à-dire donc c'était un personnage que tous les peintres de ce milieu-là connaissaient. Il faut dire par contre que le portrait que Émile Bernard nous en propose est tout à fait terre-à-terre, n'a pas beaucoup d'intérêt, enfin n'est pas aussi touchant que celui de Van Gogh. De tous les personnages, donc peut-être le plus inattendu, était donc ce Père Tanguy. Mais il y en a encore un autre qui est encore plus invraisemblable à proposer comme un héros, si on veut, ou comme une espèce de saint moderne, c'est l'artiste lui-même. Et on sait que Van Gogh va faire beaucoup d'autoportraits. Hein. Juste pour cette période parisienne, on en connaît au moins 23. Hein. Et alors, quelle était l'intention de ces autoportraits? C'est, en somme, l'artiste qui se représente lui-même et qui, en même temps, définit un peu sa conception de l'artiste. Hein?
Et alors, ce qui est très remarquable, évidemment, dans ces autoportraits de Van Gogh, c'est l'intensité du regard. Hein. L'artiste est vu comme une espèce de devin, de prophète, de voyant, en tout cas. Quelqu'un qui voit et qui perçoit quelque chose qui n'est pas donné au commun des mortels de percevoir. Hein. Et alors, il s'est représenté certainement pas en dandy ou en Oscar Wilde comme les peintres surréalistes vont aimer se représenter aussi. Il s'est représenté presque, j'allais dire, comme un ouvrier, mais par ailleurs, l'intensité du regard est telle qu'on ne peut que penser aussi qu'à un visionnaire. Hein. Cette conception de l'artiste, vous l'aviez chez les peintres romantiques allemands, comme par exemple, elle est très bien exprimée dans ce portrait de David Friedrich, qui est à son chevalet, enfin un tableau qui a été fait par Kersting et qui représente en somme le peintre dans son atelier complètement nu. Même les fenêtres sont bouchées, enfin il ne voit absolument rien. Sa vision intérieure est tellement forte qu'il n'a pas besoin en somme de la nature pour peindre. En fait, il peut reconstituer le spectacle de la nature à partir de sa seule vision intérieure. Et d'ailleurs, c'est Friedrich lui-même qui disait que le peintre n'est pas un singe savant, c'est pas quelqu'un qui imite la nature, c'est quelqu'un qui la recrée de l'intérieur à partir de son expérience intime. L'hiver de 1887-1888 avait été particulièrement pénible pour Van Gogh à Paris. Hein. Et si bien que n'en pouvant plus, enfin, de cette ville grise et où on est très isolé quand on ne connaît pas beaucoup de gens, il finit par décider de suivre le conseil de son ami Toulouse-Lautrec qui lui parlait depuis longtemps du Midi. Hein. Toulouse-Lautrec, d'ailleurs, assez curieusement, comparait le Midi de la France au Japon, qu'il ne connaissait pas, évidemment, et il disait « l'avenir de l'art nouveau est dans le Midi hein. ». Alors, c'est un peu, finalement, ce que Van Gogh s'est mis à croire, et il descend donc vers le sud de la France, et il se rend à Arles, où il va s'installer. Et là, en chemin, il apprend la mort d'un compatriote, le peintre Anton Mauve, qui était apparenté d'ailleurs à sa famille, et chez lequel il avait habité à l'époque de ses études à l'École des Beaux-Arts dans les Pays-Bas. Et pour un peu signifier ce personnage, enfin qu'il l'avait hébergé pendant un temps, il a peint un petit arbre fleuri, hein, qui est une façon, en somme, symbolique de représenter ce personnage. Et d'ailleurs, sur le tableau, il est écrit « Souvenir de Mauve », souvenir de cet artiste qu'il avait connu. Et c'est une façon, là aussi, disons, au point de vue iconographique, qui se rattache à la tradition romantique. C'est une façon de procéder dans laquelle l'arbre n'est pas traité pour lui-même, mais devient comme anthropomorphique. Il devient un symbole de la vie humaine. De même qu'un arbre naît, croît et finalement meurt, on peut dire aussi, enfin, qu'il y en a de même pour la vie humaine. Et alors, on peut exprimer en somme un par l'autre, mais d'une façon symbolique. Là encore, c'est une espèce de convention qui fait qu'on voit, en somme, dans la croissance d'un arbre, un peu une image, ou un symbole plutôt, de la croissance humaine. Et alors, ce Mauve qui était mort pas tout à fait jeune, enfin, il était dans la cinquantaine, mais enfin qu'on pouvait penser qu'il était mort en pleine gloire, il est représenté ici par un arbre en fleurs. Hein. Donc, c'est une façon pour Van Gogh, en somme, encore là, d'exprimer cet intérêt pour le symbolisme. Alors, pour Van Gogh, la campagne reste toujours l'endroit le plus important, celui qui est vraiment le lieu où on peut régénérer l'homme. Hein, il y a toujours cette méfiance de la ville et au contraire, la campagne est vue comme un endroit toujours très positif. Et alors, à Arles, il est tout à fait enthousiaste dans les débuts. Tout l'intéresse, tous les personnages, enfin, la campagne environnante. Et c'est là qu'il va peindre en particulier ces fameux, enfin, il y a plusieurs versions de ce tableau, ce fameux Sommer, hein, que tout le monde a vu, dont tout le monde a vu des reproductions. Et il y en a deux versions en particulier qui sont intéressantes. Enfin, la première dans laquelle, justement, le soleil occupe, j'allais dire, presque le rôle principal. Il est vraiment au milieu de la composition. Et alors, toutes les ombres colorées qui sont au premier plan donnent encore plus de force à cette façon de montrer les choses. L'autre version, qui est peut-être plus connue, qui a été reproduite plus souvent,
a une curieuse relation aussi avec l'art japonais, avec les estampes japonaises. Vous vous rappelez que dans le tableau qui représentait le père Tanguy, il y avait sur le mur, derrière le père Tanguy, toute une série d'estampes japonaises que Van Gogh avait copiées. Et alors là, on retrouve dans le Sommer deuxième version également aussi cette même façon de composer une image avec l'arbre incliné, et peut-être même, peut-être plus lointain, si on veut, une réminiscence d'un autre tableau qui est de Caspar David Friedrich, hein, ce peintre romantique allemand que je mentionnais plus haut, et qui se représente en somme un couple contemplant le lever de la lune. Hein. C'est un tableau très mystérieux dans lequel justement les personnages ont le dos tourné vers, par rapport au spectateur, et donc c'est comme si on rejoignait ces deux personnages pour regarder nous aussi à notre tour le lever de la lune, et il y a un arbre incliné effectivement qui est vu en silhouette au premier plan comme ça, qui reprend à peu près la même composition que dans le Van Gogh. Alors si vous y pensez, vous avez le soleil qui est couchant, vous avez le Sommer qui doit se presser avant la tombée de la nuit, vous avez cet arbre penché, autant de symboles, au fond, qui signifient la même chose, qui signifient un peu la fin du jour, la fin de la vie, la fin des travaux aussi. Enfin, donc, dépassant simplement l'image visuelle pour amener à une signification un peu plus profonde. Le Sommer, voilà un thème qui aurait intéressé le peintre Jean-François Millet, qui était un peintre d'ailleurs qu'admirait beaucoup Van Gogh. C'est un peintre antérieur, enfin, vraiment du 19e siècle, qui avait traité au moment de la révolution industrielle un peu de tous ces petits métiers ruraux qui étaient en train de disparaître, enfin, qui voulait en faire comme la recension avant que ces métiers ou ces usages, disons, soient complètement effacés de la surface de la Terre. Vous connaissez certainement le tableau le plus célèbre de Millet, qui est l'Angélus, enfin, qui a été reproduit des milliers de fois. Et alors, ce peintre qui intéressait Van Gogh, enfin, justifiait aussi d'une certaine manière cette option, j'allais dire, pour le monde rural, pour la campagne, pour cette vie plus simple que la vie de la ville qui l'avait aussi beaucoup détruit, enfin, d'une certaine manière. Donc, il arrive à Arles et son projet, c'est de nous montrer à la fois, donc, c'est la campagne autour de la ville, mais éventuellement même cette petite ville aussi, par exemple, la maison où il habitait sur la place Lamartine à Arles. Enfin, on voit la petite maison jaune, la maison de Vincent, enfin, l'endroit où il habitait, c'est tout près de la gare. Et c'est à cet endroit qu'il aurait aimé, enfin, installer un atelier d'artistes, enfin, qui aurait été ouvert au public. Et même, il rêvait d'entraîner Gauguin dans cette aventure. Gauguin était connu, enfin, il pensait que c'est un nom connu, ça pourrait m'attirer éventuellement des clients. Et il pensait donc survivre comme ça. Et il a peint également de cette maison, si on veut aussi, la petite chambre dans laquelle, lui, il habitait, enfin, cette chambre de Vincent, le tableau très connu qu'on a souvent reproduit. Et dans ses écrits, Van Gogh dit tout simplement que ce qu'il aurait voulu exprimer par ce tableau, c'est un peu l'idée de sommeil, de repos. Hein. Et il s'entendait essentiellement que la couleur jaune crée cet effet. Hein. Là, vous avez d'ailleurs, pour le dire en passant, un usage symbolique de la couleur qui est très caractéristique de Van Gogh. Hein. On demande à la couleur, en somme, de signifier, à partir d'une convention, le jaune symbolise le repos. Hein. Et là, bon, il y a ça certainement dans son tableau, en plus que c'est une chambre à coucher, etc. Mais il y a également, peut-être de façon plus inconsciente, un autre symbole qui joue. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais presque tous les éléments dans ce tableau marchent par paires ou marchent par deux. Par exemple, sur le mur, vous avez deux portraits. Hein, et en dessous, vous avez deux dessins, probablement. Et là, encore là, deux autres cadres, enfin, qui sont suspendus. Ici, peut-être un miroir, mais en tout cas, deux cadres. Dans le lit, d'ailleurs, il y a deux oreillers. Et finalement, enfin, dans la pièce elle-même, il y a deux chaises. Hein. Pourquoi cette multiplication constamment par deux? Probablement pour exprimer inconsciemment ce besoin d'amitié, ce besoin d'être avec quelqu'un d'autre. Il attend Gauguin, il décore aussi cette chambre éventuellement pour lui. Alors, inconsciemment, donc, il aurait également symbolisé ce besoin d'amitié. Bon, alors ça, c'est un aspect, si vous voulez, de contenu dans le tableau, cet aspect plus iconographique. Il y a aussi un aspect formel qu'on a remarqué, et qui est pas trop difficile non plus à saisir, je vais essayer de vous le faire voir, c'est que on a l'impression que, en gros, si vous voulez, Van Gogh a pris beaucoup de distance avec la perspective classique telle qu'on la connaît. Il a voulu au contraire être très fidèle probablement à sa vision binoculaire, enfin la façon dont il voyait sa chambre, et de noter vraiment les effets tels qu'il les voyait, plutôt que de se fier aux lois de la perspective telle qu'on les connaît. Par exemple, première chose, remarquez que
Le bas ici, le pied, les deux pattes de la chaise et les pieds du lit constituent une espèce de courbe. Si vous les rejoignez, justement, ils ne sont pas situés sur une ligne horizontale, mais ils sont vraiment situés sur une courbe, ce qui donne finalement au plancher l'allure un peu concave, enfin, si vous voulez, qu'on aurait, par exemple, si je posais une cuillère sur la table ici ou sur mes feuilles de papier, vous avez cette impression que non seulement le plancher est concave comme ça, mais aussi il remonte vers les murs et il est, en somme, comme s'il y avait une continuité entre le plancher et le mur. Hein? Alors, vous avez donc ce premier effet. Les murs eux-mêmes sont concaves, mais dans ce sens-là, comme si je mettais la cuillère debout, si on veut, ou enfin installée comme ça, on verrait aussi que les murs sont également concaves. Hein? Ce même effet, vous le retrouvez ensuite, enfin même dans le lit ici, dans cette partie-là du lit qui est très bombée vers nous. Hein. Vous remarquerez aussi éventuellement que les pattes des chaises, en fait ces deux chaises ici, l'une ou l'autre, en fait c'est le même effet, sont beaucoup trop longues par rapport à ce qu'on attend. Hein. Alors autrement dit, Van Gogh aurait pris toutes sortes de libertés avec la perspective pour, en somme, être plus fidèle à cette vision binoculaire. Hein. Ce à quoi on fait allusion en ce moment-ci, c'est que dans la vie courante, quand nous marchons sur le plancher, nous savons qu'il est droit, non seulement parce que nous le voyons autrement, nous le voyons un peu comme ça courbé, mais parce qu'au fond, nous vérifions tactilement que le plancher est droit. Nous servons aussi de nos mains ou de nos pieds pour faire cette expérience du plancher. Hein. Et alors donc, on corrigerait comme ça, spontanément, par les autres sens, les données du sens visuel qui, au contraire, suggéraient une espèce de courbe. Hein. Bon, ça, c'est une explication, j'allais dire presque physique du terme, mais je pense que, en réalité, dans la vision courante aussi, ce phénomène de constance perceptuelle dont je parlais au tout premier cours joue et nous fait corriger spontanément une sensation de courbe en perception de ligne droite. Hein. Alors, ce qui peut jouer encore ici, c'est davantage, je pense bien, l'idée de réceptacle, l'idée de nid, hein, si vous voulez, et qui irait très bien d'ailleurs avec cette idée de sommeil et de repos, là, au niveau de la forme, et non pas simplement au niveau de la couleur, que Van Gogh suggérait. Ce nid qu'il était en train de préparer, il le préparait pour un bien drôle d'oiseau, si je puis dire, puisque c'est Gauguin qui devait finalement y occuper une place. Hein. Alors, Gauguin avait fini d'ailleurs par se rendre aux instances de Van Gogh, à ses invitations répétées, et il se présente donc à cet endroit. Gauguin va se donner un rôle important sur Van Gogh. Il va prétendre en particulier que c'est lui qui l'a influencé un petit peu à peindre les tournesols, les fameux tournesols de Van Gogh. Il a même lui-même peint un portrait de Van Gogh peignant les tournesols. Mais c'est en réalité une scène dont Gauguin n'avait jamais été témoin. Quand il arrive, les tournesols étaient déjà peints. Même ce thème-là des tournesols est bien attesté chez Van Gogh, même un an auparavant. C'est un thème qui l'a intéressé depuis longtemps. Et alors, d'une certaine façon, une fois de plus, Gauguin se donne le beau rôle. Il se vante aussi dans sa correspondance d'avoir étendu la palette de Van Gogh en disant justement que Van Gogh s'intéressait simplement uniquement au jaune, puis après son contact avec lui, il s'est mis à peindre dans toutes sortes de couleurs. En réalité, ces tableaux des tournesols, si vous vous fiez un petit peu à la correspondance toujours très riche, enfin, de Van Gogh avec son frère qui habite à Paris à ce moment-là, on voit qu'il avait eu une autre intention. Et ce qu'il aurait voulu faire, c'est de faire une espèce de triptyque dans lequel vous auriez eu deux tournesols flanquant de chaque côté un portrait de Madame Roulin. Hein. Ce portrait de Madame Roulin est connu. Il représente en somme une dame de Arles qui venait d'ailleurs de donner naissance à son troisième enfant et elle est représentée à côté de son berceau. Le fil qu'elle tient dans sa main est en réalité le fil qui permet de faire bouger le berceau. Et le thème, ou si vous voulez, le titre plutôt du tableau, la berceuse, désigne à la fois le type de chaise dans lequel elle se trouve assise et également elle désigne la chanson, enfin la berceuse qu'elle pouvait chanter pour son enfant pour l'endormir. Hein. Alors là, dans un texte donc à son frère Théo, Van Gogh est très explicite sur le rôle qu'il voudrait jouer en somme au tournesol à la fois et au portrait de Madame Roulin. Il faut encore savoir que, si tu les mets dans ce sens-ci, soit la berceuse au milieu et les deux toiles des tournesols à droite et à gauche, cela forme comme un triptyque. Et alors les tons jaunes
orangés de la tête prennent plus d'éclat par le voisinage des volets jaunes. Pourquoi donner alors plus d'éclat au visage de Mme Roulin, sinon pour lui donner une espèce de dimension religieuse, hein? Comme si le jaune des tournesols pouvait ensemble lui faire une espèce de halo autour d'elle. Hein? D'ailleurs, là-dessus, Van Gogh se rappelle d'avoir lu dans Les pêcheurs d'Islande, hein, de Pierre Loti, une scène qui l'avait particulièrement touché, où le poète explique justement que les pêcheurs bretons, par exemple, ou les pêcheurs, enfin ceux qui vont en haute mer, apportaient avec eux des madones en faïence et qui leur rappelaient un peu la terre et auxquelles ils étaient très, très attachés. Alors c'est un peu de cette façon-là, en somme, que Van Gogh aurait voulu voir fonctionner son tableau, un peu comme une madone profane, j'allais dire, qui aurait pu comme ça orner les foyers des ouvriers ou des gens de Arles où ils vivaient. Hein. Quand Gauguin a été avec lui, Van Gogh n'a pas fait de portrait de Gauguin, mais il en a fait une espèce de, j'allais dire, de portrait symbolique. Il a fait le fauteuil de Gauguin. Et ce fauteuil de Gauguin, il est assez particulier, c'est-à-dire qu'on voit, il joue vraiment sur des éléments symboliques. On voit d'abord une chandelle allumée. Alors la chandelle allumée, ça a toujours été un peu le symbole de la lumière, de la vérité, si on veut, aussi de la vie. Hein. Et vous avez également sur le fauteuil des romans en couverture jaune. Ça, à l'époque, c'était des romans contemporains. C'était une façon, c'est comme ça qu'on publiait, si on veut, qu'on éditait les romans les plus récents. Et alors, de la même façon qu'il avait fait donc ce portrait symbolique de Gauguin, qui est un peu comme une espèce de portrait de nuit, hein, puisqu'il faut une chandelle, il faut des livres pour lire les livres, il avait fait aussi, on pourrait dire, son propre autoportrait sous mode symbolique. Alors, par la chaise, si on veut, de Van Gogh. Et cette chaise, enfin, soutient tout simplement son paquet de tabac et sa pipe. Et en côté, enfin tout à fait dans le fond de la composition, vous avez une espèce de boîte à fleurs dans laquelle il y a des oignons qui sont en train de germer. Et alors, au contraire, en somme, du fauteuil de Gauguin, on pourrait dire que la chaise de Van Gogh est un portrait de jour. Hein? Alors là, vous avez déjà la suggestion, enfin, de l'opposition entre les deux personnages, Gauguin la nuit, Van Gogh le jour. Et cette suggestion d'une opposition entre les deux personnages va finir, évidemment, par s'étendre à bien d'autres choses. Ils vont finir par ne plus s'entendre. Et un jour, dans une querelle un peu idiote, enfin, disons, Van Gogh va jeter son verre à la figure de Gauguin. Et un peu plus tard, horrifié, Gauguin trouvera Van Gogh avec un rasoir à la main, le poursuivant, mais finalement se réfugiant dans sa chambre. Et c'est la fameuse scène, enfin, où il se coupe l'oreille, l'apporte ensuite en offrande un peu bizarre à une prostituée. Et là, peu à peu, évidemment, la santé mentale, si on veut, de Van Gogh donnait des signes de flancher. Les citoyens de Arles se font une pétition pour le faire interner et de lui-même, finalement, il va rentrer à l'asile de Saint-Rémy de Provence en mai 1889. Et là, évidemment, vous avez tous vu enfin, ce portrait de Van Gogh à l'oreille coupée. Hein. Je ne peux pas, disons, élaborer trop tôt sur le reste de sa vie, faute de temps, mais on pourrait dire, enfin, vous savez que cette vie finit de façon tout à fait misérable. À Auvers, Van Gogh finit par se suicider. D'ailleurs, il manque un peu son suicide. Ça prend 2 ou 3 jours avant qu'il puisse vraiment mourir. Enfin, vraiment une fin absolument tragique. Hein. Alors, ce peintre qui a été, comme ça, intéressé par d'autres valeurs, parce que je vous appelais une espèce d'au-delà du visible, aura exprimé comme ça dans plusieurs de ses tableaux ce symbole, en fait, ce besoin de dépasser, en fait, ce qu'on voit pour symboliser un univers autre. Comme Van Gogh, Paul Gauguin viendra assez tard à la peinture. On peut dire qu'il s'y est mis vraiment, pas beaucoup avant l'âge de 35 ans. Quelques années après, un peu las de vivre à Paris, comme un peu dans la même façon, enfin, des mêmes réactions que Van Gogh, il décide d'émigrer, au fond, puis d'aller s'installer dans la campagne, en Bretagne, à Pont-Aven, hein, petite communauté, et qui lui paraissait justement être beaucoup plus proche, en somme, de la nature et aussi beaucoup plus proche du monde de la croyance qui l'intéressait aussi. Hein. Alors, à Pont-Aven, il va vivre dans une pension, enfin, chez Marie-Jeanne Gloanec, et il va aussi, de temps en temps, enfin, faire le portrait de ses voisins et voisines, et en particulier ce tableau qui s'appelle La Belle Angèle,
serait le portrait d'une tenancière d'un café qui lui faisait crédit très généreusement. Et alors, un peu pour remercier le couple qui tenait ce café de l'avoir comme ça fait manger, en fait, sans le sou, parce qu'il était absolument dans une pauvreté incroyable. Alors, Gauguin avait fait le portrait, en somme, de la tenancière du café et le lui avait apporté. D'ailleurs, pour créer une espèce de sentiment d'horreur chez ces pauvres gens, elle ne s'y était pas reconnue du tout. Et en plus, le mari, qui était assez jaloux et assez mauvais d'une certaine façon, avait cru que Gauguin voulait se moquer de lui par le petit personnage qu'on voit à gauche en arrière, qui est comme une espèce de petite potiche ou de petit Bouddha, enfin, qui a été représenté là. Alors, inutile de dire que Gauguin est obligé de revenir avec son tableau et a été obligé, en somme, de trouver un autre expédient pour payer ces gens-là. Et le tableau est intéressant aussi à un autre point de vue, pas simplement à cause de cette anecdote, par la façon dont il est composé. C'est assez bizarre comme mise en scène. Angèle elle-même est comme entourée d'un cercle et elle est traitée comme une image. Et au fond, ce n'est que l'arrière-plan du tableau qui est présenté vraiment d'une façon tridimensionnelle. Hein. Et cette façon de faire ne correspond pas du tout, comme chez Degas, à une espèce d'analyse de la perception. Vous vous souvenez, chez Degas, on avait dit que des fois, il met dans le même tableau plusieurs points de vue à la fois. Ici, non. Ici, j'ai l'impression que ce que Gauguin cherchait, c'était de faire une mise en page qui aurait été plus, j'allais dire presque sacrée, plus près, en fait, de ses intentions religieuses qu'il avait. D'ailleurs, non seulement il va faire des portraits comme ça, mais il va tenter aussi de faire des scènes, enfin, qui sont beaucoup plus près des scènes religieuses, comme par exemple cette vision après le sermon, qui est comme si on était, enfin, devant une scène qui aurait pu se passer dans un petit village breton. Au sortir de la messe, les braves paysannes, avec leur curé, qu'on aperçoit d'ailleurs dans le tableau sur la droite, auraient été témoins, soudainement, d'une vision de Jacob luttant avec l'ange. On imagine que ça aurait été, par exemple, le sujet du sermon du curé. Dans ce tableau, Gauguin s'est souvenu d'un autre tableau qui représente aussi les Bretonnes et qui a été fait par Émile Bernard, ce personnage que nous avons eu l'occasion de citer à quelques reprises au cours de cette émission. Et Gauguin était tellement touché de ce tableau, il le trouvait tellement intéressant qu'il a fini par l'acquérir. Puis aussi, il a voulu, en somme, faire un peu sa version à lui de ce tableau. Mais si on revient à la vision après le sermon, vous allez voir que c'est quand même assez différent. D'une part, on pourrait dire que Gauguin est beaucoup plus respectueux des croyances des gens qu'il représente. C'est moins désinvolte que le tableau d'Émile Bernard. Et en plus, au point de vue formel, disons, il a gardé à la fois cette idée, afin de faire des cernes noires autour des personnages, de bien les isoler, de traiter le fond comme un aplat, mais en mettant justement le fond en rouge plutôt qu'en vert, comme dans le tableau d'Émile Bernard, on pourrait dire qu'il a trouvé un bon équivalent de ce qui était le doré dans les icônes byzantines. Hein. C'est ça, c'est ce rouge-là qui est tout à fait irréel, qui rend, disons, le tableau encore plus près d'une icône véritable. Alors déjà, très proche donc des sujets religieux, Gauguin va faire un pas de plus avec le Christ jaune et là nous présenter un tableau qui s'inspirait en somme des calvaires bretons et donc directement cette fois-là à thème religieux. D'ailleurs, le jaune du Christ dans ce tableau fait un peu penser aussi au doré des icônes byzantines et donc là aussi la couleur pour avoir cette espèce de sens symbolique. Alors on voit donc Gauguin de cette façon-là, en somme, intégrer, j'allais dire, non seulement la thématique en fait, de la religion, tout ça, de la croyance, mais éventuellement cherchant au niveau formel à trouver une façon de peindre qui irait avec cette thématique. Et essentiellement, c'est comme s'il se dirigeait vers une espèce d'espace plat dans lequel les formes seraient entourées de lignes, seraient peintes aussi en aplat, non pas tellement parce qu'il aurait des préoccupations formelles là-dessus, mais parce que ça lui paraissait, disons, une façon de composer moins naturaliste, beaucoup plus abstraite même, je dirais, et donc, de ce fait, plus près du monde invisible ou du monde de la croyance qu'il veut évoquer. C'est comme si il cherchait ensemble une forme hiératique qui irait avec le genre de thème qu'il veut traiter.
Et paradoxalement, d'ailleurs, c'est cette forme-là qui va avoir beaucoup plus d'influence que les thèmes auxquels il reste encore attaché sur le développement de l'art moderne. On va retenir beaucoup de Gauguin, justement, cette idée de traiter la surface picturale en aplat coloré avec des cernes noires. Un de ses disciples là-dessus, si on veut, ça va être quelqu'un comme Matisse. Hein? Alors donc, cette façon de peindre va finalement avoir plus d'influence, en somme, que les thèmes qu'il a traités. Hein? Revenu à Paris, alors Gauguin, il mène une vie assez misérable. Finalement, il réussit à le vendre une trentaine de tableaux et là, il prend l'idée de partir, en fait, de s'évader, de partir pour Tahiti. Il va se rendre à Tahiti en 1891 et s'installer là pour un premier séjour qui va durer à peu près 2 ans et pendant lequel il va être très productif. Il s'installe d'ailleurs à peu près à 40 km de la capitale, Papeete, et parmi les indigènes. Enfin, il prend si vous voulez, l'option de ne pas être dans la civilisation, justement. Il croyait pouvoir faire des sous. Il devient, en fait, sans succès là aussi, et il n'arrive pas vraiment à vendre les tableaux. Il devient en plus malade. Alors, il doit retourner à Paris. Mais malgré tout, cette première période tahitienne a été l'occasion d'une très importante production, et peut-être les plus beaux tableaux de Gauguin ont été faits à ce moment-là. Pourquoi cette escapade à Tahiti? Hein? Gauguin se trouve à être l'héritier d'une longue tradition de réflexion sur la vie primitive, sur, j'allais dire, l'état de sauvagerie, hein, qui a un parcours toute la pensée française, et il importe de voir un peu où il se situe là-dedans. Hein, vous aviez essentiellement 2 courants dominants. Hein. Après le premier courant, qui remonte au fond à Montaigne, qui avait réfléchi, comme vous savez, sur les cannibales Tupinamba, le sauvage était celui qui avait été préservé des méfaits de la civilisation. Et il était un peu utilisé, j'allais dire, comme une espèce de repoussoir pour bien montrer en quoi la vie culturelle ou la vie civilisée était au fond pleine de défauts et de malheurs. On lui opposait la vie du sauvage dans sa forêt, vivant selon la nature et selon la raison, disait-on. Hein. C'est un peu le même courant que vous allez retrouver après, plus tard, chez Jean-Jacques Rousseau, hein, quand il se fait le défenseur de l'homme, de la nature, l'homme qui vit selon la nature et non pas selon la culture ou selon la civilisation. La civilisation, en somme, gâte l'homme, le rend trop sophistiqué, enfin, le coupe de ses sources naturelles. Et c'est évident que dans la façon dont toute la publicité se fait autour des îles dans les mers du Sud, c'est exactement ce à quoi on nous attire. Enfin, on veut nous dire que là, c'est le retour à l'âge d'or, c'est le retour à la vie dans laquelle on n'est pas pris par tous ces problèmes urbains. Vous vous rappelez peut-être de ces fameuses affiches du Club Med là, qu'il y avait eu un peu partout dans la ville, où on voyait justement, où on proposait toute une espèce de nouvelle version, en somme, de la vie d'un homme d'affaires habituel, mais fait dans le cadre des îles du Sud. Hein. Ça, c'est la tradition, si on veut, de la vie primitive, du retour à la vie primitive, du retour à la nature, et donc à une espèce de pureté, débarrassée de tous les méfaits de la civilisation. Opposé à cette façon de voir, vous aviez une autre tradition qui est très importante au 19e siècle en particulier, parce qu'elle est derrière toutes les entreprises colonialistes du temps, les entreprises impérialistes, c'est que le sauvage, c'est quelqu'un qui se place dans le chemin du progrès et qui donc, à cause de ça, doit être détruit, doit être éliminé. C'est ce qui explique en particulier la façon absolument déplorable dont on a traité les Indiens, disons, lors de la conquête de l'Ouest. Le chemin de fer était plus important que l'Indien. Comme, si vous voulez, dans le Québec d'aujourd'hui, on raisonne encore comme ça avec nos fameuses plans de développement électrique, etc. Les Manicouagans est plus important que les Indiens. Hein. Alors, cette façon de voir le sauvage ou l'Indien, si on veut, comme quelqu'un qui est dans la route du progrès, je vous dis, est derrière, en somme, toute l'idéologie colonialiste du 19e siècle, et c'est évidemment très opposé à l'autre façon de voir qui était plus, disons, enfin, l'âge d'or, la pureté, le paradis perdu, etc. Hein. Alors ça, ces 2 courants sont les 2 courants dominants, c'est les 2 façons de concevoir l'homme primitif. Gauguin appartient à une tradition un peu marginale, un peu différente de celle-ci, parce qu'au fond, ces 2 conceptions reviennent à dire que le sauvage est un être sans culture, ou bien vous le trouvez comme une pure nature, ou bien vous le trouvez comme une nature qui s'oppose à la, disons,
à toute la société, mais de toute façon, vous en concluez qu'il n'y a pas de culture. Et pour Gauguin, au contraire, l'homme primitif, c'est un homme très ancien, c'est un homme qui serait surdéterminé par des cultures, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on trouverait chez lui des traces, enfin, de toutes les cultures par lesquelles l'humanité est passée depuis ses origines. Hein. Et ceci est très sensible dans ses tableaux tahitiens. Un des plus célèbres, qui est une espèce de transposition du « Je vous salue Marie » à la mode polynésienne, si on veut, montre cela tout à fait, puisque vous voyez le personnage qui représente presque, j'allais dire, la Vierge, la Madone avec son enfant, est habillée en polynésienne, mais elle porte une auréole autour de la tête, enfin un peu comme on aurait représenté une Madone chrétienne. Hein? Alors cette façon de représenter les personnages est tout à fait, montre une espèce de syncrétisme, c'est-à-dire c'est comme si Gauguin voulait exprimer que ces Polynésiens, non seulement ont une culture à eux qui est ancienne, qui serait la culture des Polynésiens, mais ils ont aussi éventuellement la culture chrétienne qui est venue s'amalgamer à ça, et ils réussissent à faire un syncrétisme tout à fait, c'est-à-dire à mêler un peu ces deux cultures d'une façon tout à fait intégrée. Hein. Bien plus que ça, dans le même tableau, tout à fait dans le fond, on voit une allusion, ou j'allais dire une citation d'un bas-relief javanais, donc encore là, une autre couche culturelle qui s'ajouterait comme ça parmi celles qu'on a déjà. Hein. Dans le tableau qui représente deux femmes sur la plage, vous avez un peu le même type de position. Ces deux femmes s'opposent par leur costume. Il y en a une qui est habillée davantage comme un peu comme les missionnaires auraient voulu que toutes les vainés du temps s'habillent, hein, c'est-à-dire une espèce de robe qui couvre tout. Et l'autre, au contraire, est habillée de façon plus traditionnelle. Hein. Là, il faut remarquer que ce que Gauguin fait, ce n'est pas, disons, d'opposer deux façons de voir, mais plutôt, en somme, de combiner, en somme, deux façons, deux cultures. Dans le portrait de sa jeune maîtresse, elle n'avait que 14 ans, Tehamana, il a placé à l'arrière-plan une espèce de bas-relief vaguement hindou, mais il s'est donné aussi la peine de copier très exactement ces tablettes à écriture Rongo Rongo qu'on trouvait à l'île de Pâques. Ou alors, dans le tableau intitulé « Le marché », on ne peut pas non plus s'empêcher de penser à des références égyptiennes. Gauguin possédait même des photos d'une peinture murale égyptienne, en fait, qui fait beaucoup penser à ce tableau-là. Même, il aurait éventuellement aussi cité des gestes qui étaient utilisés par les Tahitiennes, enfin, pour chanter devant à cette époque. Alors, donc, on voit avec Gauguin et Van Gogh une espèce d'essai d'échapper à la modernité, de retourner à des sources plus anciennes, à sauver, en somme, ce monde de la croyance et du symbole. Ce n'est pas par là que Gauguin et Van Gogh vont avoir beaucoup d'influence sur l'art moderne. En fait, leur point de vue symbolique va être attaqué de façon, j'allais dire, radicale par le peintre que nous allons voir la prochaine fois, par Paul Cézanne.